Bien, chers collègues, nous allons reprendre les travaux de la commission. Nous accueillons ce soir Monsieur le garde des Sceaux, avec pour objectif d'évoquer évidemment le budget de la justice pour l'année 2023. Je rappelle que notre commission est saisie pour avis, chacun le sait, pour la mission justice judiciaire. Et nous avons 3 rapporteurs sur la justice judiciaire et l'accès au droit, Mesdames Canaillé-Verrien. Sur l'administration pénitentiaire, notre collègue Alain Marc, et sur la protection judiciaire de la jeunesse, Madame Maryse Carrère. Je rappelle à tout le monde que notre audition est retransmise en direct sur le site internet du Sénat. Et Monsieur le ministre, après le point budgétaire que nous aurons, que vous allez nous présenter, et les questions des collègues, je vous informe que nous venons d'entendre le général de gendarmerie qui est venu nous parler de l'organisation de la gendarmerie en matière de police judiciaire. Et je pense qu'il y aura peut-être de la part de Mme Belliot et de M. Durin quelques questions à vous adresser. Mais sans tarder, je vous laisse la parole tout de suite. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur spécial, Mesdames, Messieurs les rapporteurs pour avis, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le projet de budget que j'ai l'honneur de vous soumettre témoigne pour la 3e année consécutive de l'importance qu'attache le gouvernement au budget du ministère de la Justice. Ce sont ainsi 710 millions d'euros supplémentaires qui viendront abonder en 2023 le service public de la justice, qui s'élèverait à 9,6 milliards d'euros pour 2023, soit, vous l'avez compris, une hausse de 8%. Ces moyens importants permettront de nourrir les 3 piliers de mon action: l'augmentation du budget de la justice judiciaire de 9%, et je sais que c'est un enjeu sensible pour vous, Madame la sénatrice Canaillé, pour atteindre 3,39 milliards d'euros pour 2023. Deuxième pilier, l'augmentation des moyens de l'administration pénitentiaire. Monsieur le sénateur Marc, de plus de 7%, soit un budget de 3,91 milliards d'euros pour 2023. Je n'oublie pas, bien sûr, Madame la sénatrice Carrère, protection judiciaire de la jeunesse, qui bénéficiera d'une hausse de plus de 10%, merci, atteignant donc 917 millions d'euros pour 2023. Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce projet de budget, si l'on regarde un peu en arrière, représente une hausse de plus de 26% du budget de la justice depuis mon arrivée en 2020 et un peu plus de 40% depuis l'élection du président de la République. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les rapporteurs et sénateurs, je sais votre commission particulièrement sensible à la question des moyens. Au-delà des clivages partisans, je sais que votre commission a souvent plaidé pour une considération accrue des politiques gouvernementales en faveur de la justice. Elle avait même, en son temps, plaidé pour une trajectoire de hausse du budget supérieure à celle prévue à l'époque par le gouvernement lors de la loi de programmation pour la justice de 2019. Et il se trouve que nous avons, in fine, même dépassé les propositions pourtant ambitieuses du Sénat dans l'exécution de cette LPJ via les 2 dernières hausses de 8% en 2021-2022. C'est donc que nous nous retrouvons sur cet enjeu démocratique majeur que constitue la bonne santé de notre justice. Alors que vous avez été l'une des chevilles ouvrières des États généraux de la justice, Monsieur le Président, et que le Sénat avait organisé les Agoras de la justice en septembre 2021,
Je suis venu vous proposer qu'ensemble nous poursuivions avec responsabilité et ambition cet indispensable effort de renforcement de notre justice, fondement de notre pacte social. C'est donc un nouvel effort budgétaire inédit que je vous propose, que je suis venu ce soir vous présenter. Je persiste et je signe sans aucune acrimonie. Ce budget va nous permettre de poursuivre le rattrapage de plus de 30 ans d'abandon politique, budgétaire, humain. Et nous pourrons mettre en œuvre les recommandations de grande qualité issues des États généraux de la justice. Au premier rang d'entre toutes les propositions, celle d'un plan massif de recrutement, 1500 magistrats, 1500 greffiers, des contractuels et au total 10 000 personnes qui seront embauchées. Si vous le voulez bien, on va rentrer dans le détail de ces crédits. Je l'ai dit, ma priorité numéro 1 est celle du renforcement humain massif dont notre justice a besoin. Les crédits de la mission justice du projet de loi de finances permettront l'amorce d'un plan inédit de recrutement. Je viens d'en parler, de plus de 10 000 emplois supplémentaires pérennes. Et ce plan sera mis en place d'ici, bien sûr, 2027. Certains ont pu me reprocher l'usage de mots forts, mais c'est bien des mots forts pour décrire des actes qui sont forts, et ce, à plusieurs titres. Par rapport au quinquennat précédent, qui avait permis la création de 7 270 emplois, nous allons donc faire mieux et plus dans le cadre de ce nouveau quinquennat. Par rapport aux effectifs qui existent au ministère, ensuite, puisque nous augmenterons de 11% les emplois du ministère d'ici 2027. En termes de comparaison, c'est proportionnellement 4 fois plus que les recrutements réalisés pour la police et la gendarmerie, car oui, nous avons décidé d'amorcer un véritable rattrapage, conformément aux orientations qui ont été prises depuis 2 ans et aux recommandations du rapport des États généraux. Nous allons d'ores et déjà créer 1500 postes de magistrats, 1500 postes de greffiers supplémentaires sur le quinquennat, afin de renforcer de façon significative les effectifs en juridiction. C'est un effort très important puisque ces créations représentent le double de ce qui a été fait lors du précédent quinquennat. Les autres emplois seront répartis finement, année après année, en fonction des besoins opérationnels, résultant à la fois des campagnes de recrutement qui seront mises en place et, bien sûr, de l'avancement des projets immobiliers portés par le ministère de la Justice. Je pense en particulier à la construction d'établissements pénitentiaires. Dès 2023, ce sont 2253 personnels qui arriveront dans les établissements pénitentiaires, dans les juridictions et dans les structures de protection judiciaire de la jeunesse, soit 3 fois plus que les recrutements qui ont été réalisés en 2022. Ces 2253 personnels supplémentaires sont répartis de la façon suivante. 1220 pour la justice judiciaire, avec notamment 200 magistrats et 191 greffiers. 809 personnels supplémentaires pour l'administration pénitentiaire, 92 pour la protection judiciaire de la jeunesse. Le reste, soit 132 personnels, bénéficiera à la coordination et à la politique publique de la justice. 60 créations d'emplois sont prévues pour les opérateurs, 26 pour l'École nationale de la magistrature, 19 pour l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, 15 pour l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'AGRASC. Deuxièmement, ma deuxième priorité découle bien sûr de la première. Pour recruter et reconstruire un service public de la justice de qualité, il nous faut attirer et fidéliser les compétences
par des revalorisations catégorielles des agents du ministère, qui sont autant de rouages indispensables à son bon fonctionnement. Pour assurer ce niveau inédit de recrutement, je souhaite renforcer encore l'attractivité des métiers de justice par des revalorisations salariales. Nos métiers sont exigeants, je pense bien sûr à l'engagement des magistrats, mais aussi bien sûr à l'expertise des greffiers, à la délicate et difficile mission des surveillants pénitentiaires, aux compétences de nos cadres, à l'engagement des éducateurs, de la protection judiciaire de la jeunesse ou au dévouement des personnels administratifs et techniques qui travaillent souvent dans l'ombre, mais sans qui, bien sûr, la justice ne fonctionnerait pas. Le projet de budget 2023 permettra de revaloriser tous les agents de ce ministère de façon inédite à hauteur de 80 millions d'euros. Et si vous le voulez, nous entrerons bien sûr tout à l'heure dans le détail. Mais il convient cependant à ce stade d'évoquer d'abord la situation des magistrats. Madame la rapporteure Canayer, j'ai décidé de revaloriser les primes des magistrats à hauteur de 1 000 € bruts par mois en moyenne, soit une hausse de plus de 16% de leur rémunération globale. Cette mesure est nécessaire pour maintenir l'attractivité de ce métier, pour maintenir une comparaison avec la rémunération des magistrats de l'ordre administratif. Il est aussi légitime pour témoigner de notre reconnaissance, de la mienne en particulier, aux magistrats de l'ordre judiciaire qui travaillent au quotidien au service de notre justice. Je veux prendre ici un exemple concret et précis de l'abandon politique, humain, financier de la justice que j'évoquais précédemment. Le régime indemnitaire n'avait pas été augmenté, à part quelques revalorisations spécifiques à certaines fonctions, depuis 1996. Depuis 1996, c'est-à-dire depuis Jacques Toubon, garde des Sceaux, pas défenseur des droits. Ensuite, concernant les fonctionnaires, 2023 sera encore une année historique avec une enveloppe catégorielle de 50 millions d'euros, soit une hausse de plus de 20% en un an et de 66% en 2 ans. C'était 40 millions d'euros en 2022, 30 millions d'euros en 2021. J'amplifierai ainsi l'effort consacré depuis 3 ans aux 2 objectifs de la politique que je poursuis. L'attractivité de tous les métiers de la justice, qui sont tous des rouages absolument indispensables, et bien sûr la fidélisation des femmes et des hommes qui travaillent au service de la justice de notre pays. Je souhaiterais évoquer devant vous la poursuite de l'effort inédit consacré à la revalorisation indemnitaire des greffiers et directeurs des services de greffe. Après l'augmentation de 21 millions d'euros obtenue pour 2022, c'est plus de 10 millions d'euros qui seront consacrés à cette fin en 2023. Pour les greffiers, c'est une augmentation de 12% dont vont bénéficier les personnels de greffe, au total sur 3 ans, avec les hausses prévues, bien sûr, en 2023. La revalorisation à hauteur de 7 millions du régime indemnitaire des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, Madame la sénatrice Carrère. Concernant enfin les surveillants pénitentiaires, Monsieur le sénateur Marc, ils ont bénéficié en 2022 d'une réforme importante de leur statut, de leur rémunération. La fusion des grades de surveillants et de brigadiers a permis de simplifier la carrière des agents et de revaloriser de façon importante le salaire indiciaire, notamment en début et en fin de carrière. Mais cette réforme était une première étape. Des travaux seront engagés dès le début de l'année 2023 avec les organisations syndicales pour travailler à une revalorisation d'envergure de leur statut et de leur rémunération qui sera mise en œuvre dans les années suivantes. Nous devons en effet, pour ouvrir les établissements pénitentiaires du plan 15 000, nous donner évidemment tous les moyens pour recruter plus et dans de meilleures conditions, pour là encore fidéliser les agents qui exercent des missions nécessaires
mais tellement difficile, nous le savons bien évidemment tous ici. La poursuite des actions menées pour revaloriser le régime indemnitaire des agents de catégorie C, et je n'oublie pas bien sûr les cadres de ce ministère. Près de 10 millions d'euros seront consacrés cette année à une revalorisation de leur régime indemnitaire, mais également indiciaire. Nous travaillons à la construction de parcours professionnels plus attractifs, plus variés et plus riches. C'est une évolution légitime que nous leur devons au regard de leur investissement quotidien aux côtés de chacun et de chacune. Troisièmement, mon troisième axe budgétaire est simple. Après les recrutements de magistrats et de greffiers, il nous faut assurer l'effectivité de notre réponse pénale et améliorer les conditions de travail des agents et de détention de détenus auxquels nous sommes ici tous sensibles. Et pour cela, je souhaite doter notre pays d'au moins 15 000 places de prison nettes supplémentaires à horizon 2027. Ce plan, lancé par le président de la République, a été marqué à ses débuts par des difficultés, notamment inhérentes aux recherches foncières, parfois pour des raisons de faisabilité technique, environnementale, la découverte d'espèces animales protégées. Je gage que de nombreux élus locaux ici présents voient de quoi je parle, mais également, je me dois de le redire, pour des raisons d'acceptabilité de la part des élus et, disons-le clairement, des riverains. Elle a également été entravée par des démarches contentieuses, lourdes. Certaines, d'ailleurs, ne sont pas terminées. Je pense à Muret, Tremblay en France ou Orléans. Mais maintenant que les terrains nécessaires au lancement de l'ensemble des projets sont tous identifiés, les opérations entrent dans leur phase active et le rythme des livraisons va maintenant s'accélérer progressivement pour s'échelonner jusqu'à 2027. Car je vous sais très attentif sur ces questions, monsieur le rapporteur spécial Antoine Lefèvre. En 2023, ce sont plus de 441 millions d'euros qui sont budgétés pour la réalisation du programme 15 000. Et je tiens à vous rassurer, si certaines sous-consommations de crédits ont pu être constatées ces dernières années, s'agissant des crédits immobiliers, de telles sous-consommations n'auront, sous toute réserve, plus lieu à l'avenir, car, je l'ai dit, tous les terrains sont identifiés. Je vous rendrai compte naturellement de l'évolution de ces sous-consommations et j'en suis convaincu de leur disparition. Dans le détail, en 2023, ces 441 millions d'euros permettront de finaliser la livraison de 10 établissements pénitentiaires, soit un cinquième du plan 15 000. Voici concrètement les lieux concernés. Pardon. Il s'agit d'abord de 7 structures d'accompagnement vers la sortie, les fameuses SAS. Avignon, Valence, Meaux, Osny, Le Mans, Montpellier ou Caen. Il s'agit enfin des 3 centres pénitentiaires qui ouvriront à Caen, Fleury-Mérogis, Troyes-Lavaux, que j'ai pu visiter en juillet dernier. Pour être plus précis encore, dès 2024, la moitié des établissements du plan 15 000 seront opérationnels sur la cinquantaine de chantiers actuellement en cours. De plus, à l'heure où je vous parle, ce sont 18 opérations qui sont en chantier, avancées dans toute la France, avec par exemple une nouvelle construction des Baumettes à Marseille, 740 places, ou la réhabilitation de l'ex-centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis, qui permettra la création de 408 nouvelles places. Enfin, je souhaite également engager les opérations de réhabilitation absolument nécessaires des établissements pénitentiaires les plus vétustes. En particulier, l'opération majeure et prioritaire de réhabilitation du centre pénitentiaire de Fresnes,
contrairement à ce que certains ont pu dire, c'est tout sauf le Club Med. Je crois d'ailleurs que tous les parcs de loisirs et toute l'hôtellerie a permis de colorer les fantasmes de certains. Celui qui dit ça, vous le savez, est au mieux totalement ignorant de l'univers carcéral. Au pire, il est motivé par des intentions bassement démagogiques. Et je dis ces mots devant une commission qui, depuis des années, a porté à la question carcérale une attention toute particulière. Je veux ici l'en remercier. Je suis d'ailleurs très fier d'avoir porté la loi Buffet, qui a créé le recours pour conditions indignes de détention. Et c'est dans ce même esprit que nous renforcerons nos budgets de rénovation du parc carcéral déjà existant. Quatrièmement, et j'avance, après les recrutements massifs, l'attractivité renforcée des métiers de justice, il nous faut également prévoir et préparer l'accueil de ces recrutements par des investissements massifs dans l'immobilier de nos juridictions. C'est un enjeu évidemment essentiel pour une justice de qualité, pour tout d'abord mieux accueillir les justiciables, bien sûr, car c'est d'abord pour eux que la justice travaille, mais aussi, bien sûr, pour améliorer les conditions de travail des agents actuels et des renforts humains dans les 5 années à venir. Alors, en la matière, le projet budget permettra en 2023 de poursuivre les opérations d'ampleur qui ont été engagées lors du quinquennat précédent. Notamment, il s'agit de poursuivre les chantiers des palais de justice de Lille de la Cité à Paris, de Bayonne et d'autres projets encore. De poursuivre les études de projets de Cayenne, de QC, de Meaux, de Moulins, de Nancy, de Nantes, de Perpignan et d'autres projets encore. Et enfin, pour permettre de lancer de nouvelles opérations immobilières comme à Argentan, Chartres, Colmar, Saint-Brieuc ou Verdun. Ma présentation serait incomplète si je n'évoquais pas des mesures importantes que je compte porter avec ce budget. Les frais de justice d'abord, avec une enveloppe de 660 millions d'euros pour renforcer les moyens d'enquête et d'expertise de la justice, soit une hausse de 12 millions d'euros supplémentaires. Ceci porte à 170 millions d'euros l'effort consenti sur ces moyens depuis mon arrivée. Et cet effort contribuera notamment à faciliter le déstockage des affaires, d'ores et déjà en cours et dont nous reparlerons si vous le souhaitez. Les crédits d'investissement informatique, qui sont un enjeu essentiel pour le ministère, et que votre collègue Dominique Vérien, qui nous regarde, m'a-t-on dit, et que je salue par visio interposée. Et puis, si elle n'est pas branchée sur la visio, vous la saluerez de ma part. Alors, ces crédits d'investissement informatique seront portés à 195 millions d'euros dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du plan de transformation numérique ministériel. Ces crédits concernent principalement la mise en œuvre des grands projets informatiques comme Astrea, Atigip 360, Portalis ou encore PPN, la procédure pénale numérique. En parallèle, la mise à niveau technique des infrastructures telles que les centres de production et le réseau seront renforcés et des informaticiens, des techniciens seront déployés massivement dans toutes les juridictions. Oui, j'entends que c'est bien, oui, je partage votre avis, Monsieur le Président. C'est bien, oui. C'est bien parce que quand une panne intervient un vendredi à 16h30 dans une juridiction, on a beau appeler la DSJ, je pense qu'on n'est pas dépanné tout de suite. Donc, une mesure, me semble-t-il, de bon sens. Les crédits de l'accès au droit et à la médiation vont s'élever à 713 millions d'euros en 2023, ce qui représente une hausse de 33 millions d'euros par rapport à 2022, plus 5%, avec 641 millions d'euros pour les crédits dédiés à l'aide juridictionnelle, ce qui équivaut à une hausse de 26 millions d'euros en une année. Nous lancerons
d'ailleurs prochainement un grand plan de l'amiable dans la suite des États généraux, afin de faire basculer la culture judiciaire française en faveur d'une véritable culture du règlement amiable. Mais j'aurai bien sûr l'occasion de vous en reparler lors de la présentation du plan d'action issu des États généraux de la justice que nous sommes en train de finaliser. 43 millions pour l'aide aux victimes, c'est une hausse de 7%, ce qui traduit évidemment l'importance que nous portons tous, que je porte à cette politique, qui constitue bien sûr une priorité gouvernementale. Et très important, mesdames et messieurs les sénateurs, de cette enveloppe, 16,1 millions d'euros seront dédiés aux violences intrafamiliales, marquant plus qu'un doublement du budget violences intrafamiliales annuel, qui était de 8 millions d'euros à mon arrivée en 2020. Mesdames et messieurs les sénateurs, le projet de budget 2023, qui s'approche désormais des 10 milliards d'euros pour la justice, nous permettra de poursuivre le renforcement indispensable de notre justice avec une ambition inédite, tout en étant dans la certitude pour les services de mon ministère d'exécuter au mieux ce projet de budget. Ambition, responsabilité, voilà résumé en 2 mots mon projet de budget pour 2023. Cela, nous le devons aux magistrats, aux greffiers, aux agents pénitentiaires, aux avocats, aux adjoints administratifs, aux juristes assistants et à tous les acteurs du monde judiciaire qui rendent chaque jour possible le contrat social. Je parle ici de préserver la paix sociale, d'une part, la confiscation du droit à la vengeance à travers la loi pénale, et d'autre part, le règlement de tous les litiges du quotidien qui minent la société. Mais cette ambition, cette responsabilité, nous la devons avant tout aux justiciables, autrement dit, nos concitoyens qui payent aujourd'hui les abandons et les renoncements du passé. Ce budget vous propose de poursuivre de manière accélérée le renforcement de notre justice. J'espère bien sûr pouvoir compter, comme les 2 années précédentes, sur votre appui. Mais avant cela, je répondrai, si ma voix ne me lâche pas, naturellement et avec plaisir à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Merci, Monsieur le Ministre. On va vous laisser quelques temps de répit avec une série de questions. En premier, les rapporteurs, Madame Canaillet, Monsieur Anamarque, puis Madame Maryse Carrère. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux. Effectivement, pour la 3e année consécutive, vous nous présentez un budget de la justice en hausse et nous pouvons que nous en féliciter. Cette augmentation des crédits permet de rattraper, il est certain, un retard fort et de remettre la justice sur une bonne trajectoire. Alors, ce premier budget post-États généraux de la justice préfigure le plan d'action que vous nous avez annoncé. Il repose sur le trépied que vous avez présenté et sur un renforcement effectivement des moyens dévolus à la justice judiciaire, notamment par un renforcement des moyens humains, qui est une attente forte dans les juridictions, notamment auprès des magistrats, par des recrutements importants prévus. Néanmoins, l'effet, et l'objectif recherché est avant tout pour renouer la confiance, d'agir sur la réduction des délais de jugement, qui reste une des difficultés récurrentes. Et donc, je voudrais savoir tout d'abord si les augmentations d'emplois, notamment sous la forme des fameux contractuels qui ont été embauchés les années précédentes, les 2 dernières années, ont permis de réduire véritablement, en matière civile notamment, les délais de traitement des affaires, alors qu'il semble qu'il y ait toujours un délai de plus d'1 année en 2021. Donc pensez-vous que nous allons pouvoir passer une étape supplémentaire avec les annonces dans votre budget? Deuxièmement, si l'attractivité des fonctions de magistrats passe par une revalorisation de la rémunération, notamment pour les magistrats judiciaires, comme vous l'avez annoncé avec ces primes,
qui restent des primes, mais qui sont quand même substantielles, 2 000 € bruts par mois. Il semble que l'attractivité de la profession repose aussi sur le sens donné à l'action des magistrats et notamment sur une réforme plus structurelle de l'organisation autour de l'équipe du magistrat. Alors, que pensez-vous du rapport de Madame Lotin et pensez-vous qu'il sera transposable rapidement? De même, où en est-on dans l'évaluation de la charge du travail des magistrats? Et puis, une question, alors j'aurais dû le dire en introduction, puisque vous avez cité ma co-rapporteure, Madame Dominique Vérien, qui nous entend mais ne peut parler. Donc, je poserai une question en son nom sur un sujet qui lui tient à cœur, celui de l'informatique. En effet, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé, notamment même s'il y a une reconduction des équipes en cours, quelle réflexion menez-vous pour mettre en place les préconisations, notamment des États généraux de la justice, pour prendre en compte les évolutions informatiques nécessaires, notamment dans Portalis? Prévoyez-vous un pilotage par des équipes compétentes, notamment par une agence du numérique? Merci, Mme Canayer. Monsieur Lamarque. Merci, Président. Monsieur le ministre, pour la 3e année consécutive, le budget de la justice augmente fortement. Pourriez-vous nous dire quelques mots de l'exécution de celui-ci? Pour les collectivités, on appelle cela le compte administratif, donc nous aimerions savoir ce qu'il en est. Deuxième question, nous sommes en train de bâtir des prisons, d'en prévoir d'autres. L'augmentation des matières premières et du coût de la construction ne va-t-il pas impacter notre programme? Troisième question, pour rendre plus attractifs les métiers de la pénitentiaire, des revalorisations indemnitaires, et vous l'avez dit, sont nécessaires et même prévues. Mais ne faudrait-il pas jouer aussi sur d'autres leviers, comme l'accès au logement, parce que nous savons que pour les surveillants pénitentiaires, notamment lorsqu'ils sont affectés en région parisienne, c'est un vrai problème que de trouver un logement. Et j'ai entendu parler d'un projet de construction de 80 logements à Fleury-Mérogis qui me paraît prometteur. Nous avons aussi identifié, je crois, d'autres lieux où nous pourrions travailler d'ailleurs avec des organismes d'HLM. Pourquoi pas, ce qui ne coûterait finalement rien à l'administration pénitentiaire et qui n'impacterait pas le budget de la justice. Où en est-on sur ce sujet-là? Et puis, quatrième question, avec le président François-Noël Buffet, nous nous sommes rendus à Mayotte l'année dernière au mois de septembre et il nous avait apparu comme nécessaire, je pense que vous-même quand vous y êtes allés, il est apparu nécessaire que nous ayons un nouveau centre pénitentiaire. Où en est-on de ce dernier? Merci. Merci, Monsieur Marc. Madame Carrère. Merci, Monsieur le Président. J'aurais deux questions à vous poser, Monsieur le Ministre, mais d'abord, je fais le même constat que mes collègues sur le budget de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est aussi en augmentation à nouveau cette année, et nous nous en félicitons. Vous l'avez signalé, une augmentation conséquente des recrutements, encore une fois en 2023, comme en 2022, et cependant, nous ne pouvons que nous inquiéter sur les difficultés de recrutement que connaît la PJJ, avec un taux de vacance des postes de près de 6% et un niveau de turnover élevé sur plusieurs postes difficiles, avec des taux de contractuels aussi dans la PJJ et le renouvellement aussi très élevé. Alors, Monsieur le Ministre, ma première question sera quelles sont les pistes étudiées pour rendre attractifs les métiers de la PJJ aujourd'hui? Comment vous pensez remédier à ce problème grave, alors même que vous créez de nouveaux postes qui sont nécessaires pour des actions qui reposent beaucoup sur la présence et les liens tissés sur la durée avec les jeunes? Ma deuxième question, je ne serai pas plus longue, vous avez, et je parle sous le contrôle ou le couvert de notre collègue Thani Mohamed Souaili, vous avez annoncé la création d'un nouveau centre éducatif fermé à Mayotte. Celle-ci répond bien sûr aux besoins et à la demande des élus, mais il se pose la question de savoir si ce centre éducatif fermé sera confié au secteur public ou au secteur privé. Et au regard du besoin de réaffirmation de la présence de l'État dans ce département, il me semblait qu'un établissement public serait peut-être à privilégier. Donc ma question est simple, c'est quand la décision sur le caractère public ou associatif de cet établissement sera-t-elle prise? Je vous remercie.
Merci. Tous les rapporteurs sont exprimés. Les autres collègues, Madame L'Herbier, puis Madame Harribey. Oui, Monsieur le garde des Sceaux, cette augmentation de budget nous satisfait beaucoup de répondre à tous ces besoins qui étaient énormes en matière de justice et on se félicite de ces efforts. Vous avez annoncé que d'ici 2027, il y aura 1500 magistrats et 1500 greffiers de plus qu'en 2022. Pourriez-vous nous confirmer qu'il s'agisse bien d'une hausse nette, c'est-à-dire qu'elle prend en compte les départs en retraite? C'est une occasion ici en commission des lois de le préciser. Compte tenu de la pyramide des âges, ce nombre de départs en retraite sera encore très important jusqu'en 2027. S'il s'agit d'une hausse nette, combien de futurs magistrats et de futurs greffiers formerez-vous chaque année? Au-delà d'une hausse du budget de l'ENM, qu'avez-vous prévu pour les accueillir et d'accueillir ces promotions qui sont nettement plus importantes parce que l'ENM est quand même restreinte au niveau de sa superficie? Selon vous, Monsieur le garde des Sceaux, l'objectif en termes d'effectifs que s'est fixé le gouvernement à 2027 est-il le nombre idéal de magistrats et de greffiers dont la France a besoin pour rendre une bonne justice? Une justice rapide au sein de laquelle les professionnels disposeraient du temps nécessaire pour traiter chaque affaire individuellement, calmement, sagement. Car aujourd'hui, tous les avocats nous interpellent sur les délais qui s'allongent, ma collègue vous l'a signalé aussi, dans toutes les juridictions. Et ce nombre de magistrats devrait y pourvoir. Merci Madame L'Herbier. Madame Harribey, puis Monsieur Sueur. Monsieur le ministre, deux questions relativement techniques. Alors je m'associe aussi aux satisfactions de voir augmenter les moyens, comme vous l'avez souligné. Mais au-delà de l'augmentation des moyens, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a souvent une refonte structurelle, comme l'a souligné Agnès Canayer, sur cette question de la justice. Deux petites questions très, très précises sur le programme 107, qui concerne l'administration pénitentiaire. Vous prévoyez une augmentation de CPIP et de DPIP. Indépendamment de l'augmentation des postes, se pose un réel problème d'attractivité. Donc c'est une question qui a été posée et là on rejoint la question un peu structurelle. Qu'est-ce que vous prévoyez comme élément pour que cette question d'attractivité soit résolue? Et puis la deuxième question, c'est celle des centres éducatifs fermés. Qui, dans les choix budgétaires qui sont faits, on a l'impression qu'on confirme ce choix des centres éducatifs fermés. Or, nous venons de rendre, avec 3 autres collègues, un rapport sur la délinquance des jeunes et le décrochage scolaire. Et on s'interroge, en effet, sur l'efficacité et la raison d'être de ces CEF. Et donc, il y a des chantiers en retard là-dessus. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez, parce que là aussi, les États généraux ont soulevé un certain nombre de doutes sur cette question-là. Et comme vous avez dit que c'était un excellent rapport avec d'excellentes suggestions, qu'est-ce que vous pouvez en conclure là-dessus? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Harribey. Monsieur Jean-Pierre Sueur, puis Monsieur Thani Mohamed Soili. Oui, Monsieur le garde des Sceaux, je voulais vous interroger, après avoir bien entendu constaté l'augmentation des crédits, je voulais vous interroger sur la question de la surpopulation pénitentiaire. En effet, comme vous savez, il y a aujourd'hui 72 350 détenus pour 60 709 places, ce qui fait que le taux de suroccupation est de 141,5% dans les maisons d'arrêt et que plus de 2000 personnes sont aujourd'hui dans des cellules où il y a 3 personnes dans 9 mètres carrés sur des matelas qui sont posés par terre. Et je voulais vous demander tout simplement qu'est-ce que vous comptez faire dans les mois qui viennent, non pas de plus long terme, mais dans les mois qui viennent, par rapport à cette situation-là. Parce que
c'est un vrai sujet que vous connaissez bien. Nous avons pu lire les conclusions des États généraux, un rapport écrit par des personnes éminentes qui dit que, je cite, « La construction de nouveaux établissements pénitentiaires, entre guillemets, ne peut constituer une réponse adéquate. » Ils disent cela parce que sans doute pensent-ils qu'il faut bien sûr, ce dont vous avez parlé, réparer les établissements qui doivent l'être, mais surtout qu'il faut une autre politique qui privilégie les peines alternatives à l'incarcération. Et à cet égard, on est quand même assez loin du but, puisque le taux que je viens de rappeler, les chiffres que je viens de rappeler sont pratiquement sans précédent. Voilà la question que je voulais vous poser. Merci, Monsieur le Président Sueur. Monsieur Thani Mohamed Soili, puis Madame de la Gontrie. Oui, à mon tour, je me félicite de cette augmentation historique du budget de la justice. Nous voyons vraiment que l'on prend le taureau par ses cornes. Je voudrais aussi me réjouir d'avoir entendu les collègues de la commission des lois parler de mon département. C'est certainement à la suite de cette mission, Monsieur le Président, que vous avez effectuée, que la commission des lois a effectuée sur ce territoire en grande difficulté, et c'est important que d'autres collègues de la représentation nationale puissent s'emparer aussi de ces sujets. Et merci, chers collègues, de votre solidarité. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez effectué un certain nombre d'annonces relatives à Mayotte. Certaines ont été rappelées par mes collègues. Une nouvelle cité judiciaire, un second centre pénitentiaire, le centre éducatif fermé que Maryse a évoqué tout à l'heure. Ces annonces étaient nécessaires parce que les besoins sont énormes. Et dans le prolongement de ce que a dit Marc, quel est le calendrier pour ces annonces dont le besoin se fait criant, parce que les délinquants et les criminels n'attendent pas. Le temps joue contre nous. Les délinquants et criminels sont à l'œuvre. Il y a 2 semaines, l'ensemble des élus de Mayotte, unanimement, ont organisé une opération île morte pour, encore une fois, stigmatiser la montée extrême de la violence dans ce département. Donc, en attendant la réalisation de ces projets qui prendra forcément du temps, qu'est-ce qui pourrait être fait pour traiter notamment la montée de la délinquance juvénile et la montée de cette criminalité? Est-ce qu'il ne serait pas, Monsieur le garde des Sceaux, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de mettre en place une entité spéciale pour conduire l'ensemble de ces projets, d'autant plus que du côté du ministère de l'Intérieur, des brigades de gendarmerie supplémentaires ont été annoncées, des logements supplémentaires pour ces gendarmes ont été annoncés et pour la justice également. Or, vous le savez, nous avons affaire à un énorme problème de foncier et il ne faudrait pas que là encore le foncier vienne retarder ces évolutions, ces concrétisations nécessaires et attendues. Donc, est-ce qu'une entité, une sorte de commission, sans que ça soit un machin de plus, n'est pas nécessaire pour que l'ensemble de ces projets dans ce petit territoire puissent le plus rapidement possible voir le jour et dans laquelle les parlementaires prendraient leur place, mais aussi les autres acteurs de la justice et les élus locaux.
Merci, Monsieur Mohamed. Alors, Madame de La Gontrie, puis ensuite Monsieur Benaroche, et Monsieur le ministre répondra. Merci, Président. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez fait état d'une augmentation des lignes de crédit concernant les violences intrafamiliales. Est-ce que vous pourriez en préciser l'objet et indiquer si vous avez prévu dans ces crédits la création d'une juridiction spécialisée consacrée à la lutte contre la violence intrafamiliale et les violences faites aux femmes? Merci, Madame de La Gontrie. Monsieur Guy Benaroche. Oui, Monsieur le ministre, la plupart des questions que je voulais poser ont été posées. Donc, juste une précision. C'est droit de suite, en quelque sorte, au débat sur les États généraux. Je vous avais questionné, ma collègue en a parlé déjà, sur les DPIP. Donc, sur la revalorisation des DPIP, qui est un cas particulier. C'est très corporatiste, mais enfin, c'est important pour ceux dont a parlé Madame Arrivé, en particulier sur l'attractivité de ce métier. Donc, je voulais savoir ce qui était prévu pour eux. Merci. Merci, Monsieur Benaroche. Pas d'autres questions? Tout le monde s'est exprimé. Eh bien, nous allons donner la parole au garde des Sceaux. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, Madame la sénatrice Canaillet, l'évaluation, le travail sur l'évaluation de la charge de travail, je l'ai demandé pratiquement quand je suis arrivé. Il faut beaucoup de temps pour le mettre en œuvre et je pense que nous aurons, la DSJ estime que ce travail sera terminé pour la fin de l'année. Nous aurons cet outil à disposition, il est indispensable et nous aurons en 2023 une idée précise des besoins de recrutement de magistrats. Je passe du coq à l'âne, si vous me permettez cette expression. Est-ce que les chiffres que nous avons annoncés sont les bons chiffres? Sont en tous les cas les chiffres qui ont été retenus par les États généraux. Après un travail dont je rappelle qu'il est un travail auprès de tous les acteurs du monde judiciaire, garde des Sceaux exclu d'une certaine façon, puisque les différents ateliers de travail, moi je n'ai pas souhaité y participer. Et le comité des États généraux, je n'y étais pas non plus. De telle sorte qu'on ne puisse pas dire que j'avais d'une certaine façon orienté les travaux. Voilà. Je les ai pris de cette façon quand ils ont été restitués par le président Sauvé. Et puis ensuite, on a fait des concertations avec tout le monde. Tous ceux qui ont voulu venir sont venus. Tout le monde est venu d'ailleurs, à l'exception, je crois, d'un syndicat de magistrats qui n'a pas souhaité participer à ces concertations. Et nous avons retenu un certain nombre de propositions consensuelles. J'ai voulu... Pardon, je digresse un peu, je reviens ensuite précisément à votre question, mais je pense qu'on a initié... je ne veux pas me gargariser de mots, mais au fond d'une nouvelle gouvernance, parce qu'on n'est pas parti du ministère pour essayer d'imposer un certain nombre de choses. On est parti du comité des États généraux, des différents ateliers de travail, puis des concertations. Nous avons retenu les propositions qui étaient consensuelles. Et il me semblait nécessaire de le faire, et particulièrement nécessaire puisque l'Assemblée nationale est aujourd'hui composée, comme vous le savez. Donc je préfère arriver, moi, avec un projet de loi consensuel, en tous les cas, pour l'ensemble des acteurs du monde judiciaire. Et donc on a mis en place cela. Le chiffre, est-il le bon? C'est un chiffre qui ressort, évidemment, de ces États généraux. Il faudra bien sûr affiner ce chiffre, sans aucun doute. Moi, je me méfie de ceux qui disent c'est 1400 ou 2000. On a entendu d'ailleurs un certain nombre de chiffres absolument invraisemblables. Certains chiffres d'ailleurs, si nous avions mis cela en place, nous n'aurions pas su où faire travailler nos magistrats. Bon, et il en va de même pour les greffiers. Bon. Donc voilà ma réponse sur l'évaluation de la charge de travail. Sur l'évolution des méthodes de travail, il y a quelque chose qui est ressorti de ces États généraux, et c'est un peu un changement de paradigme, ça. C'est la nécessité de mettre en place une équipe autour du magistrat.
ça répond à des préoccupations qui sont différentes. On se souvient tous de la tribune qui a été signée à l'initiative d'abord de jeunes magistrats. Puis ensuite, d'autres magistrats et des greffiers ont embrayé, ont signé cette tribune. Ils expriment au fond une perte de sens, ils expriment une forme de solitude. On a mis en place un tutorat, mais ça n'est sans doute pas suffisant. C'était nécessaire, mais pas suffisant. Et cette idée d'équipe autour du magistrat a prospéré. Et tout le monde est favorable à cela aujourd'hui. Alors, qui dans cette équipe? Des universitaires, en matière civile en particulier, mais pas que. Des greffiers, bien sûr, et des contractuels. Vous savez qu'un juriste assistant auprès d'un magistrat, c'est un jugement qui est rendu 2 fois plus vite. Ça, c'est quelque chose que l'on met en place et on va recruter 3... Je suis vraiment navré. 300 juristes assistants dès 2023. Je vais m'arrêter une toute petite seconde sur la question que vous posez. Est-ce qu'au fond, si je la résume, si je me permets de la résumer, est-ce qu'ils sont efficaces, ces contractuels, en termes de déstockage? Alors, je veux vous rappeler que quand on les a mis en place, d'abord, au mieux, on m'a regardé avec beaucoup de circonspection, et au pire, c'était une pluie battante de critiques, notamment dans l'expression syndicale. C'était « mais pourquoi vous allez chercher des contractuels et pas des magistrats ?» Et moi, j'essayais de répondre, quand on me laissait l'espace suffisant, mais des magistrats, il faut 31 mois pour les former, donc je ne vois pas où je vais les trouver. Il y avait une forme d'urgence. Ces 2000 contractuels, ils ont été envoyés d'abord au pénal, auprès des procureurs, puis ensuite, les civilistes se sont fait entendre. C'était pour moi le premier signe de ce qu'on ne s'était pas trop trompé, au fond. Et j'ai été conforté dans cette idée quand on m'a demandé de les pérenniser. C'était pour moi la démonstration de ce que, pour le coup, les juridictions les réclamaient. Moi, je pensais qu'ils étaient nécessaires et les juridictions m'ont démontré qu'ils étaient indispensables. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est ça la question. Est-ce que tout ça, ça a servi à quelque chose? Au civil, aujourd'hui, on observe une baisse des stocks qui est comprise entre 15 et 28% selon les matières et selon les juridictions. Et ça, entre le 1er janvier 2021 et la mi-2022. La baisse des stocks se traduit en particulier par la montée en puissance progressive des moyens alloués dans le cadre du renforcement de la justice de proximité. Et s'agissant du stock des affaires, je vais vous donner des chiffres précis. Il est passé de 1 107 384, c'est le nombre de dossiers qui étaient en 2021, à 965 331 en 2021, soit une baisse de 13%. Et la baisse s'accentue encore. Je n'ai pas encore les chiffres définitifs, mais on a toutes les raisons de penser, sans être d'un optimisme déraisonnable, que la baisse des stocks se poursuit. C'est vrai également au pénal, dans une moindre mesure, et c'est cohérent parce que c'est au civil que la hausse des moyens a été au fond la plus importante, démontrant que finalement, quand on donne les moyens à la justice, ben, ça fonctionne plutôt pas mal. Et ensuite, la question que vous me posez sur le plan de transformation numérique, il y a un premier plan de transformation numérique pour lequel le Parlement nous a alloué 530 millions d'euros. Ça a permis la mise à niveau et l'adaptation de ce qu'on appelle le socle technique, 58 000 ordinateurs portables, 3 300 visioconférences, la fibre dans toutes les juridictions, lancement de plusieurs applicatifs, PPN en particulier, procédure pénale numérique. Ce que nous souhaitons, deuxième plan de transformation numérique, 195 millions pour 2023, renforcer le socle, travail important sur les débits réseau notamment, poursuivre le travail sur les applicatifs qui existent déjà, PPN, Portalis. Les 56 millions d'euros restants permettraient de renforcer la sécurité des systèmes d'information. C'est un sujet crucial et permettrait également de développer de nouveaux projets suite aux États généraux de la justice, comme par exemple une plateforme de gestion des violences intrafamiliales. Bon. Je dois dire que au sein du ministère, nous sommes en train de bouger un certain nombre de lignes
qui, pour vous dire vrai, n'ont pas été bougés depuis longtemps. Nous avions une critique dont on peut dire qu'elle était acerbe et qui émanait de la Cour des comptes, qui elle-même, d'ailleurs, a, si j'ose dire, révisé son jugement, en tous les cas a émis un jugement plus clément en disant que des efforts avaient été faits. Nous les poursuivons encore. Nous avons un secrétaire général qui est pratiquement exclusivement affecté au numérique et le nouveau secrétariat général est mobilisé pour régler ces questions parce que nous savons, moi je le dis, que nous n'avons pas toujours été les meilleurs élèves au ministère de la Justice. Et d'ailleurs, ce sont des choses qui n'ont pas échappé à la sagacité des parlementaires que vous êtes. Mais on veut faire un certain nombre d'efforts, il faut que ça marche mieux. On a besoin de ces outils, ils sont indispensables à la simplification et franchement, nous faisons un certain nombre d'efforts sur lesquels j'aurai, je n'en doute pas une seconde, l'occasion de revenir, parce que je pense que comme l'année dernière, vous aurez les uns et les autres envie de m'interroger sur les progrès que j'annonce dès à présent et que nous voulons faire de façon ambitieuse sur le numérique. Monsieur le sénateur Alain Mas, sur l'exécution du budget du ministère et de la DAP en particulier. Merci. Le budget de la DAP est en hausse et passera de 4,6 milliards en 2022 à 4,9 milliards en 2023. C'est une hausse d'environ 7,5%. S'agissant de l'exécution du budget du ministère, moins de 1% des crédits votés en loi de finances initiale n'ont pas été consommés. Alors, par an, et en moyenne sur les 15 dernières années, soit environ 100 millions d'euros sur un budget de 9,6 milliards en 2023. C'est assez faible. S'agissant de l'exécution des crédits immobiliers qui ont été alloués à la DAP, j'arrive encore plus précisément à la question qui vous préoccupe. Je reconnais qu'entre 2017 et 2021, environ 13%, 226 millions sur 1,8 milliard d'euros des crédits votés en faveur de la construction du plan 15 000 n'ont pas été consommés. Mais, je plaide de larges circonstances atténuantes. Pourquoi ? Parce que ça tient à ce que le début de la mise en œuvre du programme a été marqué en particulier par des recherches foncières. Ça, c'est la plaie, si j'ose dire. Et c'est parfois ce qui appelle le plus à la sécurité, parfois ceux qui ont le discours sécuritaire le plus fort, c'est parfois ceux-là qui, au moment de ce que l'on peut appeler des obligations républicaines ou en tous les cas l'envie de nous permettre de résorber le manque de place à la fois et l'amélioration des conditions de détention, c'est parfois ceux-là qui sont les moins-disants. Tout ça, vous le savez. Alors, je vais quand même vous rassurer parce que ça n'est plus le cas aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des terrains ont tous été identifiés et les sous-consommations vont diminuer fortement sur l'immobilier DAP. Sur l'impact de la hausse du coût des matières premières sur le plan 15 000, l'ensemble des chantiers sont réévalués en continu compte tenu, bien sûr, de l'évolution de l'inflation. Pour chaque projet, il existe une poche d'aléas qui vise notamment à couvrir l'évolution des prix. Monsieur le questeur, je vous salue. Je viens d'évoquer un sujet dont je sais qu'il vous tient particulièrement à cœur, l'exécution des crédits immobiliers. Je vous redirai tout à l'heure ce que j'ai dit sur cette question, parce que je sais qu'elle vous taraude. C'est peu de le dire, oui. Mais je pense avoir répondu assez complètement.
Sur le rythme des recrutements de surveillants et des difficultés de recrutement, je vous confirme que les recrutements de surveillants demeurent, malgré nos efforts, très compliqués. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Surencombrement carcéral, promiscuité qui en découle, qui complique évidemment les rapports humains, et dégrade bien sûr significativement les conditions de travail des agents pénitentiaires. Bon. Que je veux ici, une fois encore, saluer, troisième force de sécurité de notre pays, et il faut absolument leur rendre hommage parce qu'ils font un métier difficile. Les métiers des corps de la filière de surveillance pénitentiaire, évidemment, sont exigeants, peu en phase avec les nouvelles attentes du monde du travail. Bon, il n'y a pas que dans ce secteur que se pose la question de l'attractivité. Ce n'est pas à vous que je vais le dire. Bon. Départ à la retraite des agents recrutés à la fin des années 80, au début des années 90, n'améliore pas la situation. Alors, on a fait beaucoup depuis 2017. Il y a un plan de requalification qui a permis de passer de 1400 agents de catégorie C à la catégorie B à partir de 2019. Le corps des surveillants est passé de 4 à 3 grades en 2022, tout en maintenant la catégorie C. Il y a des revalorisations indemnitaires importantes. La mise en œuvre de concours nationaux à affectation locale assortie d'une prime de fidélisation de 8 000 €. La DAP a mis en place un plan de lutte contre les violences, a renforcé son dispositif d'accompagnement des personnels victimes d'agressions et il y a eu, ça n'a pas pu vous échapper, une campagne de communication nationale. Alors, il faut évidemment trouver d'autres réponses, statutaires, indemnitaires, ça va de soi. Amélioration des conditions de travail, 76,8 millions d'euros seront dédiés en 2023 au renforcement de la sécurité des personnels et des établissements pénitentiaires, l'accompagnement des jeunes professionnels dans leur installation et en matière d'accueil des nouveaux arrivants en établissement par un accompagnement amélioré. Voilà ce que nous mettons en place. Encore un mot sur l'attractivité. Il y a bien sûr la question du logement. Bon. J'ai initié 2 programmes de construction sur des terrains qui appartiennent au ministère de la Justice, un à Fleury-Mérogis, un à Savigny-sur-Orge, pour compléter l'offre mise à disposition des jeunes qui sont affectés dans cette région dont nous savons qu'elle est de ce point de vue particulièrement tendue. Mais on travaille également à l'amélioration de l'accès à la propriété aux agents de catégorie C, la hausse des réservations de logements en Île-de-France avec 415 mises à disposition de logements pour 2022 et 145 chambres en colocation. Et enfin, en matière d'action sociale, nous avons augmenté dans la même proportion, dans la même proportion que le budget du ministère de la Justice, et cela représente 31,3 millions d'euros en 2023. Ça permet de poursuivre des priorités ministérielles, la restauration, réduire les écarts de tarifs sur le territoire et prendre en charge l'augmentation de la subvention interministérielle. Le logement, c'est ajuster le dispositif du prêt bonifié immobilier pour permettre, notamment aux agents de catégorie C, l'accès à la propriété. L'aide à la parentalité en réservant plus de places en crèche. Poursuite et renforcement autant que de besoin du dispositif d'accompagnement des agents en difficulté financière, dispositif particulièrement important dans le contexte de la crise. Ensuite, Mayotte, comme ça je réponds à la fois à M. Thani Mohamed Soilihi et je vous réponds, Monsieur le sénateur. Je me suis déplacé à Mayotte en mars 2023. En mars 2022, ça me paraît plus vraisemblable, Monsieur le Président. Et il y a 2 projets immobiliers qui concernent l'administration pénitentiaire. Bon. Je dois vous dire que je n'ai pas de date précise. Parce que, vous le dites vous-même, Monsieur le Sénateur, la question majeure, c'est celle du foncier. Donc, on a mis sous tension tous les services pour nous trouver les terrains qui vont bien. Il y a également la construction d'une cité judiciaire. Et qu'il me soit permis une petite parenthèse, je suis un peu hors sujet, mais tout de même,
Pour Mayotte et pour Cayenne, nous avons inventé, on réfléchit de temps en temps, puis de temps en temps on est plutôt fiers de notre réflexion, pas toujours, mais enfin, on a inventé des brigades d'urgence. Qu'est-ce que c'est que les brigades d'urgence? Il y a un problème d'attractivité sur ces territoires, nous le savons. Et c'est évidemment mal vécu par tous ceux qui rendent la justice à Mayotte, à Cayenne. Alors, on permet, pour une durée de 6 mois, précisément 6 mois et 1 jour, les fiscalistes sauront pourquoi le jour supplémentaire s'impose, à des magistrats métropolitains d'aller en urgence à Cayenne, à Mayotte, pour pallier le manque de magistrats. Ils ont, ces magistrats, la certitude, une fois cette période de 6 mois et 1 jour terminée, de retrouver leur poste. Et nous avons mis en place tout un système pour dire au fond aux magistrats que être à Mayotte, être à Cayenne, ça devait être un tremplin. Vous le savez, nous étions ensemble. Il y a aussi la question évidemment des greffiers qui se pose. Et nous mettons en place pour les greffiers des dispositifs similaires. Voilà. Je ferme la parenthèse. Je pense avoir été, monsieur le sénateur, plutôt complet. Et si vous souhaitez d'autres précisions, vous savez, je le redis parce que les choses vont mieux en les disant que la porte de la chancellerie, évidemment, est grande ouverte. Madame la sénatrice Carrère, recrutement dans la PJJ et taux de vacances, voilà. Résumez un peu, pardon, la question que vous me posez. Alors, d'abord, on va dire que malgré les difficultés, la continuité du service public de la PJJ est toujours assurée dans tous les services et dans toutes les structures. Et on va aussi, le moment est venu, puisque c'est d'eux dont on parle, leur rendre un vibrant hommage. 2022, sur la question d'attractivité, des évolutions statutaires indemnitaires importantes ont été faites. Vous savez, quand on parle de l'attractivité, l'une des choses évidemment à laquelle on pense tout de suite, c'est oui, c'est le salaire. Évidemment, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, et c'est bien humain, et nous aussi, c'est à ça auquel on pense en premier. Le passage des éducateurs en catégorie 1 en 2022, non, ça n'est pas rien. Et le bénéfice du complément indiciaire acté en début d'année 2022 aux acteurs du travail social, c'est plus de 2 000 € par an. 2023, on poursuit ces efforts par des mesures catégorielles dédiées, 11 millions d'euros pour 2023, qui permettront de revaloriser les primes d'encadrement des structures, des agents contractuels et des mesures interministérielles. Un plan d'action interministériel, vous le savez, est actuellement en cours d'élaboration. Sur les recrutements de la PJJ, ils seront accélérés en passant de 51 effectifs supplémentaires en 2022 à 92 dans le PLF 2023, soit une hausse de plus de 80% en 1 an. CEF Mayotte, peut-être que je peux répondre sur la question CEF, puisque plusieurs questions m'ont été posées. Moi, je crois au CEF. J'y crois parce qu'on sait aujourd'hui, et c'est un travail qui a été préparé par la PJJ, que 75% des mineurs délinquants mettent en application leur projet professionnel. Et 86% des jeunes délinquants qui sont passés par le CEF ne récidivent pas. Bon, c'est vrai que le CEF, c'est une structure lourde en termes d'accompagnement, mais moi, j'ai la conviction que ça fonctionne. Et je veux y ajouter, le président de la République l'a exprimé durant la campagne, un partenariat PJJ militaire. Naturellement, il ne s'agit pas d'envoyer tous les gamins qui sont en CEF à l'armée. S'il suffisait de les mettre dans un bus et de les envoyer dans les casernes, il y a belle lurette d'abord que nous le saurions, et ça ne peut pas marcher comme ça. D'abord, l'expertise doit être conduite par la PJJ, car la PJJ est au cœur du dispositif. Mais si un certain nombre de gamins ont une appétence pour les valeurs militaires, le dépassement de soi, le sport, la solidarité, etc.,
moi, je pense qu'il est extrêmement intéressant de les envoyer dans un stage. Et j'ai réalisé une expérimentation à Couët-Quidan. Et je dois vous dire que j'ai été très, très impressionné. Parce que on a estimé, il n'y avait pas beaucoup de gamins, que 90% d'entre eux avaient peut-être subi dans un tout premier temps, puis vécu ce stage comme étant susceptible de les arracher à la délinquance. Donc, on souhaite comment dirais-je, signer une convention, et on va le faire très prochainement avec mon ami le Cornu, convention partenariale entre la PJJ et les militaires. Ça, c'est ajouté à cette question du CEF. Alors, on en a pour le moment 53. J'ai inauguré il y a 2 jours un CEF à Saint-Nazaire. À Mayotte, il y a... Alors, pour l'outre-mer, pardon, il y a 3 CEF qui relèvent actuellement du domaine associatif. À ce stade, là, à cet instant, on discute toujours pour savoir si c'est associatif, pas associatif. En tous les cas, on s'est engagé pour la création de ce CEF et l'arbitrage sera pris tout à fait prochainement. Hein, bon, on échangera évidemment sur cette question. Je sais, monsieur le sénateur, à quel point elle vous tient à cœur. Donc, au fur et à mesure des évolutions, je vous tiendrai évidemment strictement informé selon la formule consacrée, mais qui n'est pas creuse en l'occurrence. Madame la sénatrice Brigitte Lherbier, bon, 1500 magistrats, est-ce que c'est le bon chiffre? Bon, en tous les cas, c'est pas un chiffre comme ça au doigt mouillé. C'est d'abord la réflexion des États généraux, dont je vous ai dit qu'ils avaient, ces États généraux, réuni tout le monde judiciaire. Moi, je pense qu'il y a 2 façons de rendre la justice plus protectrice et plus rapide. Parce que vous savez que dans ces États généraux, nos compatriotes ont contribué. Il y a 1 million de contributions. Et il y a 2 items qui reviennent de façon récurrente. Le premier, c'est la justice n'est pas suffisamment connue. Bon. C'est vrai, votre honneur, j'ai envie de dire. Les gamins, si on leur demande, peut-être même quelques adultes d'ailleurs, qui président une cour d'assises, ils répondent c'est votre honneur. Bon. Non, la justice n'est pas connue. Elle mérite de l'être davantage. En tous les cas, nos compatriotes le disent. Moi, je le pense. Je le pensais puisque on a, vous avez voté le texte loi confiance dans lequel il y avait la mise en place de la justice filmée. Bon, entre parenthèses, 23 heures France 3, première diffusion 600 000 téléspectateurs, deuxième diffusion sur le civil, première diffusion c'est le pénal, c'est les audiences correctionnelles, en pleine période de vacances 23 heures 350 000. Et le service public dit que c'est un beau score. Donc on essaie, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais d'apporter un certain nombre d'explications pédagogiques. Avec Papendiaï, on met en place un passeport éduc-droit, parce que moi j'aimerais bien que dans le cours d'instruction civique, on parle un peu de la justice, qu'on la fasse mieux connaître. Je suis quand même très affolé, je voudrais vous le dire, mais vous en avez évidemment conscience. À la fois, vous avez ceux qui appellent à la désobéissance civile, c'est-à-dire à la violation de la loi que vous avez votée. Et puis, il y a ceux qui appellent à la destruction, par le truchement de leur séide médiatique, à la destruction de l'état de droit. C'est encore plus inquiétant. Si on franchit ces limites, je pense que nous allons tomber bien bas. Et vous avez d'ailleurs de plus en plus de gens qui disent, mais au fond, il n'est peut-être pas anormal qu'on se rende justice à soi-même. Vous avez des choses de cette nature hein, qui circulent en ce moment, et en particulier parmi la jeunesse. Moi, je suis très, très inquiet de cela. Donc je pense qu'il faut faire connaître la justice. Pardon pour cette parenthèse, mais elle me paraît indispensable.
Je pense que pour la rendre plus efficace et plus rapide, le deuxième item, c'est là où je reprends le cours de ma pensée, le deuxième item, c'est la justice trop lente. Trop lente, c'est pas normal qu'on attende. On ne comprend pas pourquoi une affaire est renvoyée, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Bon. Et là, c'est les moyens, l'équipe autour du magistrat, évidemment, et c'est aussi la simplification des procédures civiles et pénales. Donc, on envisage sur le plan pénal de simplifier, procédure pénale. Tout le monde est d'accord avec ça. Les forces de sécurité intérieure, les magistrats, les avocats, et je pense que si on leur explique, les justiciables sont aussi d'accord avec ça. Et un certain nombre de mesures civiles qui vont permettre de raccourcir, je le pense drastiquement, les délais du procès. Bon, voilà comment on peut envisager les choses. Donc, sur le plan budgétaire, sur le plan humain, sur le plan matériel et aussi en simplifiant des textes qui sont devenus aujourd'hui extrêmement lourds et qui ne permettent pas la fluidité, qui ne permettent pas de juger aussi vite que nos compatriotes le souhaiteraient. Est-ce que Madame la sénatrice Saribé, vous me... J'ai répondu, je pense. D'accord. Alors, vous avez raison. Vous avez raison. Bon. On a engagé... Alors, sur l'attractivité, j'ai envie de faire la même réponse que celle que j'ai faite tout à l'heure. J'ai un peu vulgarisé le propos, mais c'est vrai qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et la première mesure à laquelle on songe pour l'attractivité, c'est une mesure salariale, indiciaire, etc. Bon. On a eu dans les CEPIP 1500 recrutements depuis 2018, ce qui d'abord a permis de diminuer le nombre de dossiers suivis par agent. Ça aussi, mais alors, je le concède, mais c'est dans une moyenne. Alors évidemment une moyenne. Bon, voilà, passer de 80 à 71. Mais c'est pas la même chose. 80 dossiers, 71 dossiers, Non, mais je vous dis pas, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Bon, on a mis en place, pour aider nos CEPIP, des organigrammes de référence. Et je pense qu'ils disent, très objectivement, vous me le concédez d'ailleurs, que ça les a aidés. Bon, ce qui est quand même le but. En termes de revalorisation, les CEPIP ont vu... Alors, passage en catégorie A, revalorisation indemnitaire 220 € par mois en 2022. Qu'est-ce qu'on compte faire pour rendre le métier des DPIP plus attractif? DPIP. Alors, il y a des réformes interministérielles qui ont été engagées depuis 2017, qui ont abouti à revaloriser les salaires des conseillers. Mais pas ceux des directeurs. Bon. Et il en est de même d'ailleurs pour les directeurs de services de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, concernant les DPIP, puisque c'est le sujet de votre question, le ministère s'engage en 2022 à revaloriser les primes des DPIP d'environ 700 000 € qui viennent s'ajouter aux 600 000 € qui ont été octroyés à ce corps en 2021. Et en 2023, je portais la poursuite de la hausse des primes à hauteur d'1 million et une réforme du statut pour faciliter la promotion professionnelle et des parcours de carrière plus attractifs. Et enfin, une revalorisation de leur rémunération indiciaire à hauteur de 1,3 million. Je pense là vous avoir répondu. Si vous souhaitez plus de précision, la porte de la chancellerie, voilà, je vous le redis, on regarde ça. Bien sûr. Non, mais vous avez raison. Mais ça fait partie quand même. Oui, ça fait quand même partie. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'objectivement, aux premières choses au pluriel auxquelles on pense, les revalorisations.
Monsieur le sénateur Sueur, alors vous me posez évidemment la question la plus difficile. Bon. Alors, c'est moi qui suis interrogé, c'est la règle du jeu ce soir, mais moi j'ai presque envie de vous dire, et vous, que me proposez-vous? Bon. D'abord, on dit, alors certains disent, on vous a pas échappé, c'est Taubira Empire. Bon, c'est un laxiste, voilà. Les mêmes qui d'ailleurs cet après-midi à l'Assemblée nationale, c'est assez drôle, m'ont reproché la surpopulation pénale. Je dis c'est déjà la démonstration de ce qu'il n'y a pas de laxisme. Bon. D'ailleurs, les chiffres sur le laxisme, on va se dire les choses très clairement, ils démontrent à l'évidence et sans aucune ambiguïté possible que la justice est plus sévère aujourd'hui qu'autrefois. Qu'il s'agisse des peines correctionnelles, magistrats professionnels, ou qu'il s'agisse des peines criminelles, jury populaire. C'est clair. Alors d'aucuns ne veulent pas l'entendre parce qu'ils en font leur tambouille populiste. Bon, c'est la réalité. Donc les réponses, qu'est-ce que c'est? Au fond, vous savez, je pense, monsieur le sénateur, qu'on n'est pas les premiers à se poser la question. Bon. J'ai lu, quand j'étais étudiant en droit, puis quand j'étais avocat, beaucoup d'ouvrages sur cette question de l'incarcération, par quoi on la remplace, etc. On a un tas de théories. Bon. La réalité à laquelle nous nous heurtons, elle nous interdit la fantaisie. Il faut être réaliste. Qu'est-ce que c'est les réponses? C'est la création de places nouvelles. Bon. Alors, non, attendez, il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. La fois dernière, j'étais en présence d'un grand journaliste. Je le crois, un peu de votre obédience, et ça n'est pas une injure dans ma bouche. Non, 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 mais pas du tout. Bah, sensibilité, prenez-le comme vous voulez. Vous savez, moi, je suis un gentil garçon, hein. Donc, tout ce que je dis n'est pas une attaque ad hominem. Et il me disait, mais alors, le problème, c'est que plus vous allez construire de prison, plus ça se remplit. Au fond, la nature judiciaire a horreur du vide. Mais je lui dis, mais alors, qu'est-ce que vous me proposez? Je lui dis, de ne pas en construire. Donc, on reste là. Il nous manque des places. La surpopulation, comment on la règle? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui doivent être conduites en parallèle. Il y a ça, il y a l'application du bloc peine, pardon de vous dire, les aménagements ab initio, le travail d'intérêt général, auquel je crois, moi. Le travail d'intérêt général, ça marche. On a favorisé ATIGIP 360, c'est un bel outil dont je pense on ne s'empare pas suffisamment. Mais vous savez par ailleurs que la justice est indépendante. Alors moi, je peux évoquer 2 ou 3 choses auprès des procureurs, leur suggérer, leur susurrer. On ne peut pas en faire beaucoup plus. Mais pour le reste, ensuite, les juges du siège, ben, ils prononcent les peines qu'ils ont envie de prononcer. Ouais. Moi, je veux bien endosser toutes les responsabilités, mais en même temps, je souhaite que les choses soient clarifiées. La justice de notre pays est indépendante, il faut qu'elle le reste d'ailleurs. Mais on a cette difficulté, elle est récurrente. Bon. Il y a aussi peut-être, disons les choses, une certaine augmentation de la délinquance. Encore que, vous voyez, tout est nuancé. La délinquance des mineurs, sur les chiffres qui m'ont été communiqués, semble en baisse. Mais on ne peut pas faire cocorico en disant le code de justice pénale des mineurs, que vous avez voté d'ailleurs à l'unanimité, ce texte a permis la baisse de la délinquance des mineurs. On ne peut pas dire ça, c'est pas sérieux de dire ça. Non, mais on ne peut pas danser les populistes et puis se servir de chiffres comme ça à l'envi sans avoir une expertise assez fine. Il n'en reste pas moins vrai qu'un certain nombre d'indicateurs permettent, avec toute la prudence, de penser que la délinquance des mineurs est en baisse. Bon. Et puis disons-le, enfin, franchement, la société est aussi de plus en plus dure et demande de plus en plus de répression. Bon, ça a aussi une traduction judiciaire, qu'on le veuille ou non. Voilà ce que je peux vous dire. Bon. Donc moi, vous voyez, travail d'intérêt général, oui, évidemment, 200%, il faut les développer. Je me déplace beaucoup pour signer des conventions partenariales pour qu'on nous propose de plus en plus de choses en la matière. On a déjà beaucoup plus de tiges disponibles aujourd'hui qu'autrefois. Et puis quand même, moi j'ai vu l'évolution.
J'ai connu le travail d'intérêt général à sa création. Quand il était prononcé, dites-moi, on ne savait même pas s'il serait exécuté. On ne savait même pas s'il y avait un travail d'intérêt général à disposition. Aujourd'hui, on le sait parce qu'on a une plateforme auquel les avocats ont accès d'ailleurs. J'ai souhaité qu'ils puissent accéder à la plateforme, comme ça, ils peuvent plaider l'application du travail d'intérêt général dans quelque chose qui est taillé sur mesure pour leurs clients. Donc, moi, monsieur le sénateur Sueur, si vous avez la solution miracle, surtout, vous courez me voir. Vous le savez, et d'ailleurs, votre question, vous la posez avec beaucoup de nuances, et je vous en remercie. C'est infiniment compliqué. Bon. Oui, mais la régulation, elle ne peut pas se faire n'importe comment. Il y a un certain nombre de projets qui sont proposés. Par exemple, j'entends que l'extrême droite dit souvent, mais il y a des gens qui sortent parce que vous l'avez demandé, parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. C'est absolument faux. Vous ne trouverez aucune circulaire, rien de ma part disant on ne met pas en prison parce qu'on est dans la surpopulation. Absolument pas. Absolument pas. Bon. Mais pour le reste, il y a un certain nombre de choses qui nous sont proposées, moi, sur lesquelles je tique. Par exemple, interdire l'incarcération à raison du fait que les prisons sont pleines, ce serait pour moi d'abord anticonstitutionnel. Bon. Voilà. Oui, je pense, mais moi, vous savez, je suis très ouvert à la discussion. Bien, très bien. Très bien. Oui, à la différence des prisons, oui. Bon. Monsieur le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, en parlant de prison, la transition, est toute trouvée. Vous savez qu'on cherche le terrain. Voilà. Tous les feux sont au vert. Pour le CEF, je m'y suis engagé. Pour la cité judiciaire, je pense qu'on a trouvé, puisque lorsque j'ai fait le déplacement à Mayotte, on a réussi à convaincre le président du département qu'il nous alloue. Ouais, vous vous souvenez. Bon, on a réussi ça quand même. C'était pas rien, ça n'était pas gagné à l'avance, mais voilà, je pense que les choses avancent. Et pour le reste, vous donnez une temporalité là pour le moment, je vous mentirais si je vous disais telle date, parce que voilà, pas envie de vous raconter d'histoire. Je sais que la situation à Mayotte est trop sérieuse pour que l'on annonce des choses que l'on tiendra, mais que je suis incapable de, comment dirais-je, définir dans le temps. Madame de La Gontrie, sur les juridictions spécialisées. Alors, hein? Oui, mais il faut répondre aux deux, donc peu importe l'ordre. Sur les juridictions spécialisées. Bon. Alors, c'est une question à ce point complexe. Moi, d'abord, je ne suis contre rien. Je le dis très clairement. Les Espagnols ont fait une juridiction spécialisée. Ils n'en sont pas à 100% satisfaits. Parce que pour des raisons notamment géographiques, ça discute. C'est la raison pour laquelle la Première ministre a lancé une commission, une mission de travail confiée à des parlementaires, dont Madame Dominique Vérien. Je ne sais toujours pas si elle est là ou si elle n'est plus là ou si elle était là. Bon, on va attendre que tout cela nous revienne. On regardera. Moi, je n'ai aucun a priori. Si je suis évidemment convaincu que c'est la meilleure des solutions, vous savez, moi j'essaie d'être pratico-pratique. Je ne suis pas un idéologue. Et on ira vers cette solution. Mais oui, enfin, vous savez, non, alors, oui, mais attendez, dans une juridiction, vous avez déjà un certain nombre, où ça coûte rien. Enfin, ça coûte pas plus en tous les cas, parce que les magistrats sont déjà là, ils s'occupent déjà des vifs. C'est une super spécialisation, mais en réalité, budgétairement, je pense que ça n'a pas d'impact. D'ailleurs, votre sourire me démontre que ça, c'est autre chose. Ouais. Bon. On attend le travail parlementaire, et puis on verra. Et d'ailleurs, je pense qu'on le verra ensemble, évidemment, parce que
C'est une question importante. Bon, perspective pour 2023. Crédit consacré aux victimes de VIF. 16,2 millions d'euros. Une hausse de 5% par rapport à 2022 et de plus de 50% par rapport à 2021. Avec ça, on va déployer tout au long de l'année 5000 téléphones grave danger, généralisés supplémentaires, bien sûr. Pardon, le supplémentaire me fait penser que je n'ai pas complètement répondu à votre question. C'est 1500 magistrats en plus net. Je l'ai dit? Bon, ben, écoutez, non, mais non, c'est formidable que vous m'écoutiez, mais ça veut dire que, non pas que je perds un peu la tête, mais que je suis pas en grande forme ce soir, mais bon, voilà. Bon. Généraliser l'évolution des besoins de protection, et en particulier au moment de la sortie de détention des auteurs de violences. Vous savez, d'ailleurs, à ce propos, que j'ai pris un décret pour que, de façon obligatoire, les femmes soient avertis de la sortie de leurs compagnons ou ex-compagnons violents, renforcer l'accompagnement et le suivi des victimes bénéficiant du TGD et du BAR, évidemment, et développer les permanences spécialisées des associations dont les lieux tiers comme les commissariats, les brigades de gendarmerie, les hôpitaux. Voilà. Bien, merci. Oui, ça a été répondu. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce premier point. Restent les deux sujets de nos rapporteurs sur la police judiciaire. Si on peut avoir deux questions ou une question courte. Allons-y, Madame Bellureau. Madame Bellureau, elle se lance. Monsieur le Ministre, question courte donc sur la réforme de la police nationale. Les magistrats, comme vous le savez, vous le savez bien, craignent une disparition de la police judiciaire. Alors, première question courte, est-ce que vous partagez leurs inquiétudes de voir disparaître la police judiciaire? Et... Ah oui. Merci, Madame Bellureau. Vous m'entendez? On recommence. Allez, on se largue. C'est vrai? D'accord. Bon, alors je continue sur cette question. Et dans quelle mesure, parce qu'on a rencontré des magistrats, mais dans quelle mesure pouvez-vous nous dire les magistrats peuvent-ils d'ores et déjà rencontrer des difficultés pour le traitement de dossiers du fait de manque de disponibilité des enquêteurs? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a un manque de disponibilité des enquêteurs? Est-ce que vous voilà, juste, voilà. Et la deuxième chose, mais voilà, je sais que le ministre de l'Intérieur vous a écrit pour vous parler de cette réforme et pour vous indiquer aussi, répondre aux craintes des magistrats de n'avoir à saisir que le directeur départemental. Et donc, il vous a écrit pour vous dire que la réforme avait pour objectif d'offrir davantage de lisibilité à l'autorité judiciaire qui pourrait saisir le chef de la circonscription de la police nationale ou le chef de la police judiciaire ou alors à ce moment-là le directeur départemental ou le directeur zonal. Bon. Est-ce que cette réponse du ministre de l'Intérieur semble vous répondre aux inquiétudes est-ce que ça semble répondre aux inquiétudes des magistrats qu'ils ont pu exprimer à avoir à saisir le directeur départemental de la police nationale? Et également, selon vous, donc, est-ce qu'il serait, compte tenu de cet ordre à saisir, est-ce qu'il serait utile, nécessaire, je ne sais pas, de modifier le terme de formation dans l'article 12 du Code de procédure pénale qui laisse le libre choix des formations chargées des enquêtes? Est-ce qu'à votre avis, cette modification semblerait utile dans le cadre de cette réforme et viendrait préciser la saisine des différents échelons? Merci, Madame la rapporteure. Monsieur Durin, peut-être? Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, on a eu des échanges assez longs avec le ministre Darmanin sur les raisons de la grogne. Bon, beaucoup de raisons peuvent l'expliquer, notamment des questions de forme. Force est de constater qu'une nouvelle instance s'est créée dans la police judiciaire, qui connaît un certain succès, la NPJ, que du côté du monde de la justice, entre guillemets, la mobilisation est assez importante quand même.
avec des instances qui ne sont pas anecdotiques, qui se sont positionnées, évidemment le Conseil supérieur de la magistrature, la conférence des procureurs généraux, avec une forme de gravité et de solennité qui n'a échappé à personne, et une inquiétude qui est sincère pour tous ceux que nous avons déjà auditionnés. Il y a 2 points qui retiennent l'attention dans la réforme. Le risque d'abandon du haut du spectre de la criminalité, tout ce qui est criminalité organisée, tout ce qui est affaires complexes qui sont interrégionales, internationales, pour voir, pour des raisons d'encadrement, des raisons de compétences, une partie des effectifs de la police judiciaire s'orienter vers la délinquance de masse et la résorption du stock important d'affaires qu'on connaît partout dans le territoire. La deuxième inquiétude qui se manifeste, c'est une inquiétude qui tient à une intervention qui pourrait être celle de la sphère administrative dans la sphère judiciaire, avec la tutelle du préfet possible sur les DDPN. Du coup, on voulait vraiment vous entendre sur cet aspect-là, c'est important, et qui ne concerne pas que les affaires politiquement sensibles, dont on parle beaucoup. Et puis, peut-être accessoirement vous dire quand même que la question de la procédure pénale est évoquée, et de sa complexité est évoquée à toutes les auditions, par toutes les parties que nous entendons. Et puis peut-être vous demander aussi, pour terminer, c'est vraiment la dernière question, ce que vous avez, vous-même ressenti des expérimentations qui ont été conduites à la fois outre-mer et dans les départements français. Merci, monsieur le rapporteur. 2 interventions, 10 questions. Vous avez la parole. Bon, je pense qu'il y a 2 sujets. L'un qui me concerne et l'autre qui ne me concerne pas. Le volet réorganisation de la PJ en tant que tel, c'est du périmètre strict du ministère de l'Intérieur. Si demain on souhaite créer une juridiction, je pense que c'est du périmètre strict du ministère de la Justice. Bien. Donc je n'ai pas à me prononcer sur ce volet-là, sauf que je pense qu'il y a un certain nombre de vraies raisons qui peuvent amener Gérald Darmanin à vouloir mieux structurer les choses. Ensuite, il y a un volet qui nous est commun, si j'ose dire, et pour lequel nous serons d'une certaine façon co-signataires. Nous avons d'abord travaillé ensemble. Le DGPN et le DACG ont travaillé ensemble. Quelle est la ligne rouge infranchissable pour le ministère de la Justice? C'est les dispositions de l'article 12 du Code de procédure pénale. Mais ça tombe au fond très bien, parce que c'est aussi une ligne rouge infranchissable pour le ministre de l'Intérieur. Alors, il m'a écrit, en réalité, il m'a répondu. Parce qu'on a entendu un certain nombre de critiques, parfois singulières, je dois le dire, parce que, au fond, certains ont crié « aïe » avant de recevoir un coup que personne ne souhaitait leur porter. Bien. Et on a entendu certains hauts magistrats s'exprimer, notamment sur des radios nationales, pour dire que la réforme n'était pas bonne. De vous à moi, c'est le législateur qui dit si une réforme est bonne ou pas, hein, et c'est lui qui la vote. Bon, peu importe. Disons que chacun s'exprime avec liberté. Mais moi, quand j'ai vu ces critiques, je les ai évidemment entendues. J'ai été très attentif à tout cela. J'ai dit, mais le ministre de l'Intérieur ne veut en aucune façon empiéter sur les prérogatives qui sont celles des magistrats depuis des temps immémoriaux. Parce que le juge d'instruction, par exemple, choisit son enquêteur, son service d'enquête. Bon. Mais surtout, quand je dis que certains crient « aïe » avant d'avoir reçu un coup que personne ne veut porter, il y a une expérimentation qui n'est pas encore terminée. Et expérimentation, au sens que lui donne le Conseil d'État, je pense que je ne serai pas démenti, ça nécessite une évaluation.
C'est pas un truc comme ça évanescent, l'expérimentation. Il faut tirer les conséquences d'une expérimentation. Sinon, ça ne sert à rien d'expérimenter. Et voyez-vous, il y a une inspection, j'ai presque envie de dire une triple inspection, puisque il y a l'inspection d'une part, enfin pas d'une part, c'est la même, IGJ, Inspection Générale de la Justice, IGPN et IGA. Donc ce triptyque-là nous assure encore plus qu'à l'habitude l'impartialité, évidemment, des inspecteurs. Donc on aura les résultats de cette analyse, de cette inspection. Nous ne les avons toujours pas. Et je pense que et le ministre de l'Intérieur et moi-même, et sans doute nous deux ensemble, nous tirerons de ces inspections un certain nombre de conséquences. Mais moi, je n'ai aucun doute. Je pense que la machine, parfois, s'emballe un peu vite, que l'on peut avoir un certain nombre de craintes. Mais pour le reste, rien ne me permet de penser que l'article 12 sera abrogé, modifié. Et de mon côté, j'ai dit au ministre de l'Intérieur, mais il l'a évidemment entendu, et c'est la réponse qu'il m'a adressée, moi qui me satisfait totalement, car je n'ai jamais pensé qu'il pût en être autrement. Voilà, nous allons vers quelque chose où chacun sera respectueux du choix du magistrat quant au service d'enquête. Moi, j'ai aucune difficulté et je n'ai personnellement strictement aucune crainte sur ces questions. Voilà. Bien, merci, Monsieur le Ministre, de votre présence ce soir et des informations que vous nous avez données. Nous allons lever la séance. Je rappelle au commissaire aux lois que nous nous retrouverons demain matin à 9 h. Merci à vous. Bonne soirée.